Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le chef de l'État ouvre davantage les portes du Sénat aux chefs traditionnels. Il représente le tiers des personnalités nommées sénateurs ce jeudi en choisissant en majorité des gardiens de la tradition dans les régions anglophones. Paul Biya envoie-t-il des signaux sur le théâtre d'une crise sociopolitique où le dialogue tarde à se concrétiser? Analyse et décryptage à suivre dans ce journal avec les premières réactions des sénateurs maintenus à la Chambre haute du Parlement, notamment dans la région de l'Ouest où Marcel Niat Difendi, sénateur nommé, a été reconduit en tant que sénateur par le président de la République. Vous suivrez les réactions depuis Banganté en ouverture de ce journal. Ils sont les rois du football. En Afrique centrale, les Lions indomptables de moins de 17 ans ont battu leur adversaire en finale, les Léopards de la République démocratique du Congo, 1-0. Ils sont champions du tournoi de l'UNIFAC et ils pulvérisent les records. Ambiance de la finale qui s'est déroulée à Yaoundé, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le chef de l'État vient de nommer les 30 sénateurs qui doivent compléter les élus de la Chambre haute du Parlement. Il a presque reconduit les mêmes à la Chambre haute du Parlement. Certains, comme Jean-Baptiste Baskouda, n'ont pas été reconduits. Sénateurs nommés par le président de la République à l'extrême nord du Cameroun. Des chefs traditionnels qui occupent une place importante parmi les sénateurs nommés par le président de la République. Analyse de la décision du chef de l'État de nommer 30 sénateurs. C'est dans ce reportage signé Guy Zogo. Pas de révolution, pas de coup d'éclat, pas de rupture. S'il faut trouver une expression pour résumer la nomination des sénateurs par le président de la République, permanence et continuité, c'est certainement le mieux. En effet, sur les 30 sénateurs nommés, ce sont dans l'écrasante majorité les figures habituelles et classiques que Paul Biya a reconduit à la Chambre haute du Parlement camerounais. Marcel Niat Difendi, Victor Moukete, Boubakari Abdoulaye, Laurent Nkodo, Pierre Flambeau Ngayap, René Zengele, Dakole Daesala, Siegfried Etame Massoma et bien d'autres encore trônent une fois de plus. Et même lorsqu'il a songé à renouveler, le président de la République n'a pas osé sortir du déjà-vu avec par exemple la nomination d'Albert Mbida dans le centre. Plus que jamais, c'est le caractère monocolore du Sénat qui se renforce davantage avec seuls quelques 7 sénateurs issus du SDF qui auront la charge quasi insurmontable de donner la réplique aux 93 sénateurs issus du RDPC et autres apparentés. C'est en définitive l'espoir de voir le président de la République amorcer une esquisse d'ouverture vers l'opposition et la société civile qui est touchée, puisque ni Frundi, qu'on annonçait dans cette chambre du Parlement, ni une seule figure du syndicat et autres courants de la société camerounaise n'en font partie. Il faut bien songer que Paul Biya préfère de loin cheminer avec des figures qu'il connaît, quitte à les user jusqu'à la corde, plutôt que d'oser des ruptures qui peuvent lui paraître douloureuses à opérer. À l'ouest du Cameroun, ils ont tous été reconduits. Marcel Niat Difendi, le sultan Ibrahim Bombo Njoya, également reconduit en tant que sénateur nommé par le président de la République. Et c'est une ambiance particulière qui a prévalu cet après-midi à Banganté, dans le département du Ndé, là où Marcel Niat Difendi a été reconduit sénateur de la Chambre haute du Parlement. Ambiance à Banganté avec Jérôme Narcisse Sabzé. Les populations du département du Ndé ne sont pas restées insensibles après la reconduction d'un de leurs fils, Marcel Niat Difendi, comme sénateur ce 12 avril 2018. Regardez la liesse populaire qui est derrière moi. Le patriarche Niat Difendi Marcel est le plus grand trésor que Dieu et Paul Biya ont donné
à ce noble département du Ndé. Le peuple Medumba est en fête, en joie. Comme vous voyez, tous les enfants, Bayamsela, Mototex, Taximen, tous ces enfants qui reconnaissent en M. Nyet leur patriarche. Comme une traînée de poudre, l'information fait le tout département du Ndé et donne lieu à des moments de réjouissance. Les attentes des populations, ils attendent encore et encore du président du Sénat. Et c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. C'est comme le président que nous lui avons donné ici, l'imfatigable bâtisseur. N'est pas la grâce de Dieu parce que c'est que son excellence, Nyat Ntipendi Massa, c'est un croyant, c'est un grand croyant. Une marche spontanée, entamée après les fêtes de Banganté, s'est achevée à l'esplanade de la préfecture du Ndé, au grand bonheur du numéro 1 du département qui attendait les participants à la marche. Le préfet du département du Ndé a d'ailleurs assuré les participants que tous les messages adressés à l'endroit du président Paul Biya seront fidèlement transmis. Précisons que Jean-Baptiste Baskouda n'a pas été reconduit sénateur titulaire nommé par le président de la République à l'extrême nord du Cameroun. Par contre, il y a des sénateurs qui étaient suppléants en 2013, qui sont aujourd'hui sénateurs titulaires. C'est le cas de Mohamedou Fadil Bayero au nord du Cameroun, mais aussi Emmanuel Edou, qui était l'ex-délégué général à la Sûreté nationale, mais aussi le Fon Tchafa Isaac, sénateur titulaire nommé dans la région du Nord-Ouest. Précisons que ces sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées au Parlement. Et parmi ces collectivités territoriales décentralisées, il y a la commune d'arrondissement de Douala 1er qui a vécu un conseil municipal sous haute tension, un compte administratif négatif qui a suscité de vifs débats durant la session ordinaire du conseil municipal, mais finalement qui a été adopté au grand regret de certains conseillers municipaux de l'opposition. Reportage avec Auréal Tchoumi. L'opinion publique s'attendait à un conseil municipal sous haute tension. Finalement, il n'en est rien. La séance du 12 avril 2018 au cercle municipal de Douala n'a pas offert le même scénario que celle de septembre 2017 à la salle des fêtes d'Aqua. Ce sont des échanges plutôt houleux entre conseillers municipaux qui ont meublé le conseil. L'ordonnateur a voulu passer en non-valeur des excédents qu'il a constatés par lui-même. Autrement dit, il vient dans sa comptabilité, il vous dit j'ai ceci en excédent, mais je la pense en non-valeur. Et nous avons constaté, avec beaucoup de regrets, que ce conseil, une fois de plus, se jette dans ces exagèses. Pour ce qui est de ma part, je voudrais que les populations le comprennent très bien. La gestion de Douala 1er est faite à la MADOF. La MADOF, c'est la double comptabilité. Il faut que nous voyons clair parce qu'on a besoin d'un audit. Les 9 délibérations soumises au vote des conseillers municipaux ont toutes été adoptées. Iner Zipan dénonce et le maire se défend. Vous avez constaté avec beaucoup d'aisance que le secrétaire général est devenu le maire bis et le préfet le lui a rappelé. Ce n'est pas à elle de nous donner des éléments d'appréciation. Il faut des arrêts de la Chambre de compte pour modifier tout montant approuvé par la tutelle. L'état d'exécution du budget dont on n'a pas parlé véritablement montre que nous avons commencé également l'exercice 2018 avec, comme on peut le dire, toutes les faveurs du pronostic. Il y a un groupuscule, n'est-ce pas, qui pense qu'il peut avoir des agendas cachés. Le préfet, l'expression est du préfet, n'est-ce pas, qui ont pensé que, n'ayant rien compris à la chose, de ce que c'est qu'un excédent de recettes sur les dépenses, ce qui est le résultat. Le préfet du département du Vouri regrette qu'aucune commission n'ait mis un accent sur les réalisations en cours et qui touchent directement les populations. Le recouvrement est questionnable. Je voudrais me réjouir de ce que le nouveau secrétaire général qui a pris la mesure de la situation se met très sérieusement au travail pour corriger cela, parce qu'il y a beaucoup à corriger. Au sujet des dénonciations d'enrichissement illicite du maire et quelques cadres de la mairie et de la convocation au tribunal criminel spécial, Lengue Malapa semble imperturbable. Des mensonges, des dénonciations calomnieuses en cours, tout simplement, vous l'avez bien compris qu'il y a des règlements de compte politiques. Le président de la République ayant annoncé que cette année sera une année électorale, eh bien,
les joutes ont commencé avant l'heure. In fine, le budget 2017 était estimé à 2 milliards et un peu plus de 800 millions de francs CFA. 1 milliard 823 millions de francs CFA ont été recouvrés et les dépenses sont estimées à 1 milliard 900 millions de francs CFA, soit un résultat déficitaire en fin d'exercice 2017. Le déficit qui ressort de ces deux chiffres, c'est-à-dire recettes moins les dépenses, observé s'élève à 112 939 017 francs CFA. Ce qui fait dire au magistrat municipal de Douala Premier que l'heure est au réajustement. Le scandale de la défunte banque BICIC refait surface. Une femme, ex-cadre de cette banque, réclame justice après un licenciement qu'elle déclare abusif. La scène remonte il y a près de 22 ans et cette dame, exilée en France, avait dénoncé des manœuvres de certains dirigeants de cette banque pour spolier la banque et la privatiser pour des intérêts particuliers. La Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées s'est saisie de ce dossier. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Afin qu'au grand jour, justice soit faite. La voix balbutiante et le visage fermé, Sandrine Bita a du mal à trouver les mots pour raconter 22 ans de vie, loin de sa génitrice, le pasteur Marie-Claire Ocom Garcia, aujourd'hui exilé en France. Et ça fait des années, environ 22 ans, que nous vivons dans cette servitude à cause du départ de notre maman. Et n'ayant pas la force, n'ayant pas les capacités pour nous défendre nous-mêmes, nous avons passé des moments difficiles. Le crime de cette dame, recrutée à la BICIC en 1987, est d'avoir, dit-elle, éventré le complot qui se tramait pour déstabiliser la BICIC et aboutir à sa liquidation au profit de la BICEC. Ce qui lui valut en 1996 un licenciement et des menaces de toutes sortes que la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées dénonce avec la dernière énergie. Parce qu'elle ne voulait pas la corruption, parce elle a subi beaucoup de pression d'une manière à une autre, a voulu dénoncer auprès du président de la République qui a dit ceux qui gèrent le pays et qui gèrent avec le vol devront rendre gorge. C'est ce que la femme a voulu faire. Dès que les gens ont été au courant, ses patrons ont été au courant qu'il a saisi le président de la République, on l'a limogé. Sans payer son argent, on commence à la poursuivre, vouloir même arracher la maison, voulant même la tuer, elle a fui le pays. Ne pouvant pas retourner au Cameroun, en tout cas pas pour l'instant, Marie-Claire Ocom, devenue pasteur entre-temps, s'en remet à la Ligue afin de porter à l'attention du chef de l'État la douleur qui est la sienne. Celle d'un licenciement abusif qui 22 ans après est resté sans suite malgré la saisine de la Cour suprême et d'autres institutions face à ce qu'elle qualifie de déni de justice. Elle nous a saisis et nous avions pensé que par vous, le président de la République sera au courant et se demandera que n'est-ce pas j'avais donné les instructions pour cette affaire et chacun devra répondre. Qu'est-ce que la femme la revendique aujourd'hui? Elle veut qu'on la paie son argent. On l'a licenciée abusivement. Elle sait ce qui s'est passé à la BICEC. Parce qu'elle nous fait savoir que quand vous avez vu la BICEC, c'était une coquille vide. Il y a les actionnaires. Et que ce sont ces actionnaires aussi qui ont transformé la BICEC à la BICEC. Nos tentatives pour avoir le son de cloche de la BICIC, devenue BICEC, sont restées vaines. Les dirigeants de l'époque, dont le directeur général, le français Denis Renault, ne sont plus en poste. Quelques autres sont écroués en ce moment à la prison centrale de Douala pour des faits de détournement à la BICEC. De son exil français, le pasteur Marie-Claire Ocom Garcia dit avoir vu le mal venir, mais personne ne l'a écouté à l'époque. La pénétrante est de Douala est le théâtre de nombreux accidents mortels entre excès de vitesse des automobilistes et l'imprudence des usagers et piétons. Un autre doigt accusateur est pointé sur l'aménagement de cet axe routier, l'absence d'une véritable signalisation routière et l'insuffisance des passages sécurisés pour des piétons suscitent des critiques. Reportage François Dikoumet et Flavien Valondongo. La beauté physique de l'infrastructure routière, qu'est la pénétrante est de la ville de Douala qui vous accueille,
cache mal les désagréments dont font face les usagers qui l'empruntent. Les accidents, ce n'est pas surtout les piétons, c'est les besquineurs, les taximans, tout. Un civisme, les gens ne respectent rien. Par exemple, pour la voiture, c'est là. Comme ils sont, ils savent où ils sont dans la ils sont mais quand ils tournent comme ça, là, si je quittais là-bas, peut-être même en aller, soit vraiment au moins à 40 mètres avant de voir que tu l'as connu. Des mototaxis qui roulent dans le sens contraire, des piétons qui traversent des voies sans précaution et l'excès de vitesse sont entre autres images qui concourent à accentuer les risques des drames très souvent enregistrés sur la voie. Il y a les mototaximans aussi qui sont la grande cause des accidents. On traverse la route à travers sans même toutefois regarder puisque la route est bien matérialisée. On sait que ce côté monte, ce côté descend. Si je veux traverser ici, je ne peux pas regarder si un usager est en train de monter. Dès que je dois m'engager là, je trouve que c'est un camion qui monte au sens inverse. Il est obligé de me connaître. Des espaces marchands qui longent l'ouvrage ont quitté leur site pour s'installer sur la chaussée, réduisant presque de moitié les différentes voies. Quand les gens font le marché sur la route, on s'attend à quoi? On va s'attendre à des accidents. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui sort de Yaoundé, étant fatigué au volant, il quitte avec une vitesse, arrivé en route, il trouve un marché sur la route. Mais vous, qu'est-ce qui va arriver? Pour des auxiliaires de l'administration camerounaise, l'infrastructure n'a pas respecté les normes édictées dès le départ. Le problème des piétons, c'est qu'on n'a pas prévu exactement comment le piéton devait traverser. On devait faire un pont au-dessus où le piéton devait traverser. On a construit la route, mais quand le soir arrive, la manière où il y a l'embouteillage, tu ne sais même pas qu'on venait de construire la route. À côté de l'incivisme des populations, l'infrastructure routière, dont l'ouverture à la circulation a été autorisée en 2017 par le ministre des Travaux publics, perd progressivement sa splendeur avant même la programmation de son inauguration. Parlons à présent de la réhabilitation d'un espace marchand. Les travaux sont aux arrêts à Loum, dans le département du Mungo. Pourtant, les différents commerçants délogés depuis 2017 s'attendaient à regagner leur boutique quelques mois plus tard. Jusqu'ici, rien n'a été véritablement construit. Les commerçants sont en colère. La municipalité indexée s'en défend. Reportage Jacques Molland et Xavier Foucault. Voici ce qui tient lieu d'espace marchand dans la ville de Loum, l'un des viviers agricoles du département du Mungo. Ici, la vie est un calvaire pour ses occupants. Les commerçants usent d'inventivité pour exposer leurs marchandises. Chapiteaux, à même le sol ou sur des comptoirs de fortune, tout y passe aux grandes dames des commerçants. La majorité se retrouve au quartier. Les commerçants qui en souffrent. Depuis qu'on a détruit là, tous les commerçants souffrent. Vous voyez que tous ceux qui étaient dans les boutiques là, ils sont au quartier. Beaucoup même ont mis même dans le marché ambulant, mais ça n'a pas tenu. Pourtant, un espace est en cours d'aménagement depuis août 2017. 8 mois plus tard, les travaux font du surplace avec des conséquences économiques importantes chez les commerçants qui décrivent un manque à gagner énorme. Le nombre de commerçants sont rien devenus aujourd'hui parce que d'aucuns fonctionnaient avec les banques, certains microfinances de la place. Après les casses, ils avaient les agents bancaires à payer. Chaque mois, vous savez, les majorations de la banque, il faut payer à tout moment. D'autres ont rabattu leurs marchandises dans les quartiers. D'aucuns sont dans les plantations. Ils attendent toujours la finition des travaux. Sans suite, nous ne savons pas, la situation est vraiment alarmante. La livraison de ce chantier était pourtant prévue pour novembre 2017. Sous pression, le maître d'ouvrage, qu'est la commune de Loum, a été contraint de prendre des mesures. Le maire a donc résilié le contrat d'exécution et l'a attribué à une nouvelle entreprise. Ce que nous passons le temps à décrier, c'est-à-dire des prestataires qui solutionnent, gagnent des marchés et sont dans l'incapacité de réaliser ces marchés. Et malgré tous les rallonges qu'on a fait, il est dans l'incapacité de finir ce marché. Nous avons donc pris des dispositions
pour résilier le marché et le passer en procédure d'urgence pour que dans les plus brefs délais, ce marché soit opérationnel. Suite à cette décision, les commerçants du marché de Loum attendent la finalisation de cet ouvrage qui marquera aussi la fin de leur calvaire. Le gouvernement envisage la création d'une ceinture agricole autour du port autonome de Kribi. Des semences améliorées de maïs ont même été distribuées aux jeunes entrepreneurs agricoles dans le département de l'Océan, région du Sud. Des précisions avec Joseph Abena. Avec le démarrage effectif des activités du port autonome de Kribi, il faut résoudre l'équation alimentaire et anticiper le développement local. Cette distribution de la semence améliorée du maïs ici en Bébé constitue la concrétisation de cette initiative. À 35 ans, 47 milliards de francs CFA seront investis en Bébé dans mon village pendant 5 ans. Tout ceci pour faire naître une nouvelle vague d'entrepreneurs agricoles. Donc, c'est une gratitude exceptionnelle. Le chef de l'État, ce n'est pas des mots, c'est des actes. Faites confiance à la jeunesse. L'ambitieux projet de développement est soutenu par 2 ministères. D'abord, la jeunesse et l'éducation civique par son village pionnier. Cette semence, je vous assure, viendra booster le moral encore un peu assommé de ces jeunes volontaires qui iront directement dans les 15 hectares que nous avons déjà préparés pour cette production agricole. Ces volontaires ont bénéficié ici même de leur certificat. Et aujourd'hui, arrivé à terme, ils vont directement sur le site pour mettre toute la formation qu'ils ont reçue en pratique. Et nous tenons toujours à remercier M. Tony Obami qui nous a gracieusement offert, en plus de ces semences améliorées de maïs, un tracteur avec tout cela. Il y a aussi le Minader qui vient d'y lancer le projet ceinture agricole autour du port autonome de Kribi. Le dynamisme du président du conseil d'administration de la coopérative interface de ces projets est salué par la notabilité du village. Nous sommes très satisfaits et nous, par la bénédiction de nos ancêtres, nous l'exhortons d'aller de l'avant afin que notre arrondissement soit un arrondissement phare dans la région du Sud. Après le maïs, on annonce dans les prochains jours la distribution de la semence à très haut rendement, du bananier plantain, du cacao et de l'EVEA. La commission de coordination universitaire est confrontée à une montagne de thèses plagiées à l'université de Yaoundé 2 et les difficultés de fonctionnement de plusieurs facultés et leurs annexes au Cameroun. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, a prescrit des orientations, mais l'applicabilité est loin d'être effective dans les différentes universités d'État au Cameroun. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. La commission de coordination universitaire, CCU, qui vient de se tenir à Yaoundé sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et en présence des recteurs des universités d'État, si elle devait apporter des solutions, n'en a pas moins fait face à de nombreuses questions. D'abord, au sujet des Jeux universitaires 2018 que l'université de Maroua va accueillir. Ça a été une très bonne réunion. Les points importants qui ont été inscrits à l'ordre du jour ont été épuisés. Dans quelques jours, la communauté universitaire sera à Maroua pour les Jeux universitaires, qui est prévu le 4 au 11 mai 2018. Là, le président de la FENAJU, qui est le recteur de l'université, on a fait un exposé là-dessus sur l'étape préparative des Jeux. Le recteur de l'université de Maroua, c'est-à-dire le recteur de l'université haute, où on a fait un exposé. À propos de ces cas de plagiat ayant conduit au rejet de nombreuses thèses à l'université de Yaoundé 2. L'université de Yaoundé 2 a décidé de procéder à un contrôle systématique anti-plagiat pour ce qui concerne les thèses de doctorat et également les mémoires de master. C'est pour aider nos jeunes chercheurs, nos étudiants, à produire et à publier des travaux propres que notre université puisse assumer, puisse afficher pour s'arrimer au niveau des standards internationaux. Sur cette question, il est annoncé un modus vivendi en accord avec les règles en la matière.
Aujourd'hui, des logiciels qui font le contrôle de similarité à partir des banques de données auxquelles on peut accéder par l'Internet. Ces logiciels font des comparaisons et détectent des similarités avec des travaux qui ont déjà été publiés. Et ils nous font part du taux de similarité. Alors nous avons décidé d'admettre, comme à l'international, de tolérer les taux de similarité allant jusqu'à 15%. Au-delà de 15%, il est demandé aux auteurs des travaux de procéder aux corrections. La faculté des sciences biomédicales de Garoua et l'école normale supérieure de Berthois, qui dépendent de l'université de Ngaoundéré, ne sont pas en reste. Les deux établissements sont déjà opérationnels. Les cours sont déjà commencés et avancés. Ils ont même déjà commencé à faire même l'examen de premier semestre. Donc, je crois vraiment qu'il n'y a pas question. C'est un fait vraiment réel qui existe. C'est un tableau presque parfait qui ressort de cette CCU, un credo que la réalité demande souvent sur le terrain. Ils sont les rois du football en Afrique centrale, les Lions indomptables de moins de 17 ans ont remporté la finale du tournoi de l'UNIFAC face à leur adversaire, Léopard de la RDC. Vous le voyez en image, l'unique but qui a permis aux Lions cadets U17 de remporter cette finale du tournoi de l'UNIFAC qui s'est joué à Yaoundé en présence des membres du gouvernement, notamment le ministre des Sports, les Lions U17, qui prennent ainsi leur revanche en remportant cette compétition. Vous le voyez en image, le ministre des Sports tout heureux de cette nouvelle victoire des Lions, la catégorie U17, et les autorités camerounaises et également de l'Afrique centrale qui ont remis des médailles aux différentes équipes qui sont arrivées dans le dernier carré. En image, c'est d'abord la médaille de bronze qui est décernée aux joueurs du Congo Brazzaville qui sont arrivés troisième dans cette compétition. Ensuite, ce sont les Léopards de la République démocratique du Congo qui sont désormais vice-champions du tournoi de l'UNIFAC édition 2018. Ils ont perdu face au Cameroun, 0 but contre 1. Et les Lions cadets, bien sûr, les champions, les rois du football en Afrique centrale, médaille d'or qui leur est décernée avec leur délégation et les différents entraîneurs et encadreurs et la coupe de ce tournoi de l'UNIFAC remporté par les Lions U17, les moins de 17 ans qui ont brillé durant cette compétition. Il faut préciser qu'ils ont remporté également les titres de meilleurs joueurs et meilleurs buteurs de cette compétition qui s'est déroulée au Cameroun, à Yaoundé. Parlons à présent de ces sénateurs nommés par le président de la République, Paul Biya, qui ouvre davantage les portes du Sénat aux chefs traditionnels. Ils représentent au moins le tiers des personnalités nommées sénateurs ce jeudi, notamment dans les régions anglophones où, malgré cette crise qui prévaut depuis près de 2 ans, le dialogue peine à être imposé aux différents acteurs majeurs de la crise anglophone. Nous en parlons dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau un sociologue qui suit des questions politiques également au Cameroun, Charles Ngadifna. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi cette nomination des 30 sénateurs. Le chef de l'État a choisi qu'au moins le tiers de ces personnalités, ce sont des chefs traditionnels qui sont des chefs supérieurs de premier degré. Comment analysez-vous ce choix ? Simplement, il faut reconnaître d'emblée que le président a juste usé de ses prérogatives constitutionnelles en usant de son pouvoir discrétionnaire pour jeter son dévolu sur les chefs traditionnels. Il démontre ou administre la preuve par 4 qui restent
constitutionnaliste, il reste conformiste, il reste légaliste. Et puis, il faudrait également voir la dernière actualité, les prouesses électorales du SDF dans la zone anglophone, surtout avec la razzia qui a été faite, parce que a priori les communes de ces zones ont été acquises au RDPC. C'est-à-dire que dans une approche arithmétique, on se serait attendu que les sénateurs de Nord-Ouest soient du RDPC. Donc je crois que c'est une approche technique, à la fois tactique et stratégique pour le RDPC. Justement, le chef de l'État qui est dans la région du Nord-Ouest a nommé 2 sénateurs titulaires qui sont des chefs traditionnels, le Fon Ndo Nganyonga, 3, qui est reconduit, et Fon Tiafa Isaac, qui était sénateur suppléant en 2013, qui est aujourd'hui sénateur titulaire. Et le 3e sénateur, c'est Regina Mundi Elisabeth, également reconduit dans la région du Sud-Ouest, également région anglophone, en plus de Fon Mukete et Simi Ngo Victor, reconduit, et Atif Anja Simon Ongiwo, qui sont des autorités traditionnelles. C'est également dans la région de l'Ouest où il y a des chefs traditionnels qui sont des sénateurs titulaires nommés par le président de la République. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces personnalités du monde traditionnel qui sont ainsi portées au Sénat par le président de la République? Quelle symbolique derrière l'acte du président de la République? Il faudrait également voir le tir groupé des chefs traditionnels du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du littoral qui ont quand même commis un arrêt assez important pour appeler le président de la République à être le candidat aux prochaines élections. Il y avait déjà cet appel de balle, mais il faudrait y voir également à ce que les autorités traditionnelles participent quand même d'une démonstration de charisme. Ils sont des leaders qui peuvent participer à mettre un peu du lest ou mettre un peu du bémol dans la crise anglophone qui ne fait que s'enliser. Donc il faut y voir un choix technique, stratégique et politique dans l'approche des élections présidentielles également. Justement, on parle du théâtre de la crise anglophone. Il y a l'assemblée plénière des évêques. Ils n'ont pas caché leurs préoccupations au regard de l'escalade des tensions dans les régions anglophones. Les évêques qui se plaignent de ce que cet évangile qu'ils prêchent, l'évangile du dialogue, n'est pas entendu par les différents acteurs sur le théâtre de la crise anglophone. Comment percevoir cette sortie des évêques du Cameroun? Disons que la démarche de l'Église semble être un peu diluée et puis escamotée, parce que le commun du mortel se serait attendu quand même comme dignité religieuse qu'ils aient des actions plus incisives, des actions plus pratiques, mais je crois que la démarche de l'Église est restée dans le pur principe sacro-saint de ce que le temps est le meilleur discernement. C'est pourquoi on ne voit pas une action assez pompeuse de l'Église, mais il y a un travail quand même de base qui a été fait. Vous vous souvenez certainement dans l'histoire, la descente il y a de cela 1 an et demi du président de la conférence épiscopale accompagné du feu Monseigneur Benoît Bala. Donc il y a une action assez escamotée, assez lente, mais assez efficace que l'Église est en train de mener dans le principe de ce que le temps est le meilleur discernement. Certainement il y a un train de mesures que l'Église est en train d'envisager avec le ton qui a été donné avec les conclusions de la dernière session des évêques à Yaoundé. Alors lorsqu'on compare la conférence épiscopale congolaise qui a pris les devants au Congo-Kinshasa pour justement suivre et être médiatrice de ces tensions politiques, est-ce que l'on peut envisager l'Église catholique au Cameroun jouer un tel rôle sur le théâtre de la crise anglophone à l'heure où presque tous les acteurs appellent au dialogue? Je veux bien comprendre que les 2 conférences épiscopales relèvent de l'Église catholique romaine qui est en Afrique, mais voyez-vous, comparaison n'est pas raison. Et puis, il faudrait quand même rentrer dans le passif et les actifs des 2 conférences épiscopales. La conférence épiscopale congolaise est créditée d'un long passé de gestion des situations chrysogènes ou bien chrysocratiques. Or, la conférence épiscopale camerounaise n'en est qu'à ses premiers débuts, n'a pas encore fait ses preuves, n'a pas encore imprimé ses marques dans la gestion. Donc, je crois que cette comparaison me semble être un peu déséquilibrée et il faudrait quand même y voir dans l'Église, dans l'épiscopat congolais, un certain jugement de fait ou de valeur qui les crédite quand même d'une certaine objectivité, d'une certaine neutralité, d'une certaine impartialité. Or, à l'exception de quelques prélats politiquement véreux ou administrativement irrévérencieux. Vous voyez mon regard dans l'épiscopat de l'archidiocèse de Douala, l'épiscopat camerounais ne compte pas beaucoup de prélats qui peuvent arriver à déséquilibrer ou alors à bousculer les habitudes. Alors, lorsque vous scrutez l'actualité relative à cette crise anglophone, il y a la voix des modérés qui a complètement disparu sur le théâtre de la crise.
Et l'un des anciens leaders du consortium de la société civile anglophone, Maître Akbar Congo, dénonçait une radicalisation poussée avec cette série d'enlèvements des autorités administratives, des civils, mais aussi des militaires qui sont tués et des populations civiles qui sont désormais prises pour cible. Comment comprendre cette évolution dans la crise anglophone? Durcissement peut-être, enlisement peut-être aussi, peut-être ensevelissement aussi, mais pas radicalisation quand même. Peut-être parce qu'il faudrait quand même voir que tout n'a pas encore balancé dans les profondeurs abyssales de la crise. Il y a encore des lieux d'espoir qui demeurent encore parce que le conflit est encore gérable, parce que certes on compte des pertes en vies humaines, mais il y a encore des possibilités à ce qu'on puisse mettre un bémol, à ce qu'on puisse enterrer la hache de guerre et fumer le calumet de la paix. Tout ne tient qu'à une volonté politique, à une volonté de toutes les parties prenantes de s'asseoir et de tirer les leçons de ce qui se passe et voir objectivement là où les problèmes se posent et d'apporter les solutions. Parce qu'en tout état de fait, il vaut mieux un Cameroun peut-être mal gouverné qu'un Cameroun ensanglanté, qu'un Cameroun esquinté, un Cameroun décapité. Justement, qui peut amener les différents acteurs sur la table du dialogue. Ça fait déjà plus d'un an que la société civile, de nombreux leaders politiques en appellent à ce dialogue, mais il y a une sourde oreille qui est observée à la fois des pouvoirs publics mais aussi des autres protagonistes de cette crise qui peut les amener sur la table du dialogue selon vous? Je crois de mon point de vue, votre question adresse ou bien indexe la taxinomie ou alors la hiérarchisation des responsabilités. Mais il faudrait bien voir, il relève du pouvoir régalien de l'État d'assurer la stabilité du pays. Donc je crois que la partie qui a une responsabilité assez poussée, c'est l'État ou alors le gouvernement en place, puisque les récriminations et les griefs qui sont formulés s'adressent à une catégorie particulière. La crise, ses débuts, nous la connaissons, c'était des revendications corporatistes avec peut-être une récupération politique qui s'en est suivie. Donc la partie qui a une prépondérance dans la gestion de cette crise, c'est naturellement le pouvoir qui a toute la composante, qui a tous les attributs pour amener tout le monde autour de la table ou alors d'apporter les solutions aux problèmes qui sont posés. Vous me direz peut-être qu'il y a les autres parties et que la seule volonté de l'État ne suffirait pas à résoudre le problème. Il faudrait une volonté commune des chefs traditionnels, des autorités religieuses, des populations pour arriver à comprendre que rien ne vaut finalement la paix. Justement, alors que la communauté internationale s'est déjà engagée dans l'ouverture des discussions politiques sur cette crise anglophone, à l'image de cette rencontre convoquée par l'ambassadeur américain Peter Henry Baldwin, qui a réuni les leaders de la crise anglophone, la société civile, des hommes politiques à la fois du pouvoir, de l'opposition, des leaders des autorités religieuses pour trouver des solutions sur cette crise anglophone. Comment appréciez-vous la démarche de cette communauté internationale dans la recherche des solutions sur une crise qui concerne le Cameroun? Cette démarche apparaît un peu rocambolesque, à la limite insolite et même bizarre, parce qu'on se serait attendu quand même à ce que nous restions dans la tradition africaine, de ce que le linge sale se lave en famille, mais l'approche de l'externalisation de la gestion de cette crise semble quand même relever du domaine du curieux. Je crois que le faire, c'est démontrer que les forces endogènes, c'est-à-dire le pouvoir en place, les autres autorités politiques, religieuses, ainsi de suite et autres, n'ont pas pu juguler la crise. Donc je crois que l'approche de l'externalisation de la crise est un mauvais choix. Alors comment faire pour mettre fin, pour apaiser les tensions concrètement dans ces régions, après les multiples signaux envoyés par le président de la République, notamment la nomination des personnalités originaires de ces régions à certains postes ministériels assez importants, également le choix porté sur des chefs traditionnels, la création des sections de common law dans les facultés de sciences juridiques, mais aussi également à l'ENAM et à la Cour suprême. Que faut-il encore
pour calmer les tensions dans ces régions? Je crois que du côté du gouvernement, il y a quand même des efforts perceptibles. Vous en donnez une énumération. Je crois qu'il y a des postes de souveraineté parce qu'il s'agit quand même de l'administration territoriale, pour prendre juste un cas. Et puis avec la valse de nomination des chefs, je crois qu'il y a une volonté manifeste quand même du pouvoir d'essayer un peu d'équilibrer la gestion ou alors la proportion que chaque parti a autour du gâteau national, pour emprunter un terme du jargon politique. Mais je crois qu'il y a quand même une nécessité de refaire le pourtour et les détours de toute la situation. Quelles sont les discriminations? Identifier les personnes à même de pouvoir véritablement dialoguer. Donc je crois que c'est une question de volonté, mais une volonté manifeste, une volonté immaculée, une volonté franche, une volonté sincère de contribuer à la résolution de cette crise. Parce que dans une approche de crise, nous avons vu les pays qui ont connu des guerres, qui ont connu des soulèvements, ça ne profite à personne. Donc il est question de réfléchir, de taire un peu les égos, et lorsqu'il va de l'intérêt du Cameroun, il faut savoir taire les querelles intestines, les revendications sécessionnistes qui n'apportent pas grand-chose. Donc il est question, pour me résumer, d'identifier les vraies parties prenantes. Qu'est-ce qui fait problème? Regarder objectivement et d'essayer de trouver les solutions à ces problèmes. Merci Charles Ngadifna. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'université de Douala. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal avec cette victoire des Lions U17, rois du football en Afrique centrale. Ils ont remporté la finale du tournoi de l'Unifac en fin d'après-midi du côté de Yaoundé. Ils pulvérisent ainsi des records en remportant le titre de meilleur joueur et meilleur buteur de cette compétition. C'est la fin de cette édition du 20h. Juste après cette édition du journal, retrouvez Eric Kwamo et toute l'équipe de l'émission Regard Social à suivre sur Equinox Télévision. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Les banques en zone CEMAC et en Afrique ne prêtent pas assez alors qu'elles sont en situation de surliquidité, a-t-on coutume d'entendre, pour indiquer qu'il y a de l'argent oisif dans les établissements bancaires et autres institutions financières. Un mythe de la surliquidité bancaire qui persiste depuis des années. Dans ce contexte, les difficultés les plus criardes pour les porteurs de projets et investisseurs résident dans le financement des investissements. Ces projets requièrent des financements de longue durée qui ne sont pas facilement mobilisables du fait des risques importants associés. De fait, l'accès au financement des investissements, qui plus est pour les PME, apparaît alors comme une véritable gageure quand on sait que même en situation de surliquidité, les banques sont réticentes. Une réticence qui plombe le développement des PME, mais qui, de l'avis de la quasi-totalité des experts, se justifie par la faible structuration de ces entreprises ou de leurs projets d'investissement. Ce qui se caractérise par une absence de plan d'affaires et naturellement une capacité limitée d'autofinancement qui ne permet pas de couvrir leurs besoins prioritaires d'investissement. Sachez que personne ne fait un projet pour perdre. Il est très important de comprendre que pour les financiers, quels qu'ils soient, les banques commerciales, les banques de développement, le document de base qu'ils ont, n'est-ce pas, c'est l'étude de faisabilité, c'est le business plan, c'est-à-dire c'est le rapport bancable qui doit leur apporter les réponses nécessaires, n'est-ce pas, pour apaiser les réponses relatives aux risques qui entourent le projet. Très souvent, on prend son projet, on la met sur le banquier, mais le banquier ne pouvant pas, en fait, ne pouvant pas voir comment vous allez gérer les éléments de risque, seulement ne finance pas. Vous parlez du contexte de surliquidité. Il peut être en situation de surliquidité, mais si vous lui apportez un projet auquel il ne comprend rien, notamment en termes, n'est-ce pas, d'asymétrie d'information, il ne le fera pas. Une première explication peut être, pour certains promoteurs qui n'expliquent pas le paradoxe qui existe dans certains cas entre l'oisiveté des ressources financières dans les coffres des banques et institutions financières et l'absence ou la rareté de financement dont souffrent les PME. Plusieurs entrepreneurs évoquent leur incapacité à fournir des garanties jugées onéreuses que leur réclament les banques. Or,
Ces mêmes entrepreneurs ne mettent pas toujours en avant l'importance de bons dossiers d'investissement, des dossiers bancables. Du côté des banques, on est formel. Si l'activité et sa rentabilité sont assurées, le projet est bancable et les garanties ne viennent qu'en seconde position. À Afriland First Bank Cameroun, nous parlons de l'Afrique, je vais donner l'exemple du Cameroun, nous avons un portefeuille crédit, un encours de crédit de 623 milliards. La dernière chose qu'on regarde, c'est la garantie. Nous ne finançons pas des garanties, nous finançons l'activité. La première garantie, c'est l'activité. Si donc les banques financent l'activité ou les bons projets et non la garantie, force est donc de constater que leur réticence à l'ouverture de lignes de crédit pour les PME est due à autre chose, certainement à la structure et le montage du projet tel que présenté par le porteur. La mauvaise préparation des projets et qui fait que d'une part, les gens qui ont l'argent, c'est-à-dire les banquiers, ont les ressources et ils se plaignent qu'il n'y a pas de bons projets, c'est-à-dire des projets bancables. Et en même temps, ceux qui portent les projets, ceux qui sont les promoteurs, ont aussi la difficulté à amener des projets que les banquiers acceptent. Vous voyez, donc il y a un gap entre ceux qui ont l'argent, qui sont prêts à le mettre pour les projets, et ceux qui sont promoteurs des projets. C'est donc pour résoudre le problème structurel du nombre très limité et insuffisant de projets bancables ou prêts à être financés qui soient structurés aux meilleurs standards de viabilité économique que se tienne à Yaoundé au Cameroun du 23 au 25 mai la deuxième édition de la Pan-African PMC sous le thème « Réussir la préparation des projets bancables en Afrique ». La première édition, c'était général. Parler du management de projets en Afrique globalement. Maintenant, pour cette année 2018, on a donc choisi un problème particulier qui mine un peu, si vous voulez, l'investissement en Afrique. Et techniquement, donc, nous avons opté pour résoudre ce problème en organisant cette conférence qui est donc consacrée au succès de la préparation des projets qui soient bancables. C'est pour ça qu'on a focalisé un peu le sujet dessus. Donc il s'agit en fait de clarifier le processus de préparation des projets, de le rendre maîtrisable, de l'idée, donc définition du projet, jusqu'au closing financier, c'est-à-dire où les banquiers ont tout accepté, ils sont prêts à mettre l'argent. Cette conférence est importante parce qu'elle va probablement aboutir à obliger, c'est-à-dire à créer un cadre institutionnel, probablement un cadre législatif, qui obligera les porteurs de projets à passer par des professionnels qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de les aider à créer, à construire des rapports bancables. Et à ce moment-là, on réduira ce que j'ai appelé la symétrie d'information, c'est-à-dire le gap d'information entre les prêteurs et les porteurs de projets. La deuxième édition de la Pan-African PMC s'annonce par conséquent novatrice avec une vingtaine d'experts en provenance du monde entier qui édifieront près de 1000 participants et 800 délégués sur 16 thématiques qui résumeront le cycle complet d'un projet qui se veut bancable. Il s'agit de manière générale de vous offrir toutes les clés de succès qui vous permettront de rendre votre projet bancable et de le monter en toute sérénité avec la garantie de sa rentabilité.